Allô, allô. Allô? Oui, c'est bon. Alors voilà, mesdames. Bonsoir. Voilà, vous avez parlé donc des visiteurs, de ceux qui sont comme nous, humains, quoi, et qui soi-disant n'amènent pas dans leur vaisseau spatial. Or, Georges Adamski, celui qu'il avait rencontré là, dans le désert de Morave, enfin en Californie, il avait amené faire un petit voyage dans l'espace. Donc, il y a aussi des cas où il les invite dans leurs vaisseaux spatiaux. N'allez pas trop vite dans votre analyse. Soyez prudente. Vous avez donné les faits, la conclusion. Effectivement. Moi, j'avais proposé en tout cas l'idée qu'il y avait deux catégories. Les visiteurs qui n'amènent pas les êtres humains dans leur vaisseau, qui les respectent complètement, qui évitent complètement le contact avec les êtres humains, sauf exception quand il y a un crash, quand ils sont perdus. Puis à l'autre catégorie. Donc, à quelle catégorie appartiennent ceux que Adamski a rencontrés? C'est ça la question. Oui, mais il nous ressemble beaucoup, celui qui avait rencontré Adamski. Oui. Dans les vaisseaux, dans les phénomènes d'enlèvement, il y a aussi des êtres qui ont complètement l'apparence d'êtres humains. Voilà, mais c'était pas un enlèvement, là, il avait invité à... D'accord. Voilà, c'est... Ce que je veux dire, soyez prudente dans votre conclusion. J'ai peur, je n'ose pas affirmer davantage ce que j'ai dans la tête, mais je vous conseille de réfléchir davantage au raisonnement qui vous permet d'arriver à cette conclusion. Prudence. Une autre question, oui. Oui. Au sujet des ravisseurs qui ne nous respectent pas, pourquoi ils s'intéresseraient à l'écologie de la Terre? Dans quel but? Positif ou négatif pour nous? Oui, mais c'est une excellente question, évidemment. Et... Comment vous savez? Il n'y a pas une contradiction avec le fait qu'ils viennent de la Lune maintenant? Je suis méchant là. Non, méchant, pas du tout. Non, c'est des questions complètement naturelles, qui ont complètement leur place. Oui. Non, quand j'hésite à répondre, il y a un problème là. Non, c'est... faut l'éteindre. Quand j'hésite à répondre, c'est parce que... Mais je veux dire les choses clairement. Dans le livre que j'ai publié en moi et que j'ai présenté dans le cadre de la conférence d'aujourd'hui, je me suis intéressé au phénomène d'enlèvement et j'ai montré qu'il y avait deux catégories de rencontres, un troisième type, je me répète, avec les extraterrestres, les vrais, et puis les élémentaux que j'appelle maintenant, que je viens appeler des faux extraterrestres, parce qu'ils ont la caractéristique d'être hypocrites, menteurs, de tromper les êtres humains, et ils se font passer pour des extraterrestres. Il faut prendre conscience de ce que je viens de dire, justement. Eh bien, dans le livre en question, je me suis limité à ça, à faire cette distinction entre les deux catégories. Ça me semble déjà être un résultat très important. Mais je ne me suis pas intéressé encore au sens de ces enlèvements. Et actuellement, je suis en train de travailler sur la suite. Autrement dit, la question qui vient naturellement, quel est le sens, quelle est la signification de ces enlèvements? C'est pour ça que j'ai commencé juste à aborder le travail que je fais actuellement quand j'ai fait état des élémentaux qui vivent sur la Lune. Mais voilà, je suis obligé de dire que je suis... Je ne sais pas comment dire ça. Je ne me sens pas du tout piégé. Votre question est tout à fait naturelle. Mais si je veux répondre vraiment à votre question, j'en ai pour 1 heure ou 2 heures maintenant. Et ce sera l'objet du livre suivant, quoi. C'est pour ça que je ne sais pas trop comment répondre, quoi. Mais bon, je vais dire simplement, quelle est votre question? Pourquoi il s'intéresse à l'écologie de la Terre? D'où viennent vos sources? Pardon? Comment vous savez ça? Pourquoi? Oui, eh bien parce qu'ils sont sur la Lune, qui est tout près de la Terre. Vous vous êtes rendu compte, je veux dire ça humoristiquement, que la Lune, c'est pas un astre très folichon quand même si ce n'est pas du tout un astre mort tel qu'on nous l'a décrit jusqu'à maintenant. Mais la Terre, c'est une planète infiniment plus agréable, plus vivante, plus verdoyante, avec de l'eau, etc. Les conditions de vie sont incomparablement plus intéressantes sur Terre que sur la Lune. Donc, mettez-vous à leur place. Allez, on va répondre comme ça. Ils habitent sur la Lune depuis des centaines de milliers d'années, si on peut estimer comme ceci, et ils voient une planète Terre à côté d'eux,
mais qui est autrement plus attrayante que leur lune. Hein. Alors peut-être qu'ils seraient intéressés pour venir vivre sur la Terre. Bon, c'est l'idée que je développe en tout cas dans mon prochain ouvrage. Une autre question? Michel, s'il te plaît, sois bref. Oui, vous faisiez allusion aussi au fait, qui peut être tautologie aussi en même temps, parce que le fait que depuis des temps immémoriaux, l'enlèvement humain est une chose classique, et oui. Notamment parfois avec par agression, enfin disons des conquêtes, même sexuelles, etc., enfin des autosatisfactions. Oui. Et ce qu'il y a, c'est que c'est vrai même que c'est la définition fondamentale, et ce qu'il y a, c'est que des papes, pour la première fois, l'Église romaine, comme chacun sait, tous les historiens et les scientifiques le savent, ont les archives bien plus inaccessibles que l'USRA ou je sais pas quoi, puisque c'est beaucoup plus clos que chez nous, et moins tolérant, strictement rien. Et donc, plusieurs papes dans les années récentes du XXe siècle ont changé, on dit que, bon, d'une part, la vie extraterrestre, évidemment pas comme le temps de Giordano Bruno, donc est reconnue, tout le monde une probabilité, vu l'état de nos développements, mais ils ont dit aussi que on peut rappeler tout de même que le phénomène au sens grave, c'est-à-dire le péché mortel, capital de l'ère humaine depuis Adam, Ève, Cain, Abel, etc., a été dû à un phénomène qui n'a rien à voir avec ce qui populairement parfois vise à tourner en dérision le simple amour humain qui n'a rien à voir. Mais où le péché était compris, vous voulez la question. Oui, était fondamentalement le rapport des extraterrestres avec les terriennes, avec les humaines, qui avaient entraîné certaines aberrations génétiques, comme les géants, les titans, qui a des conflits, même des guerres inclus à la Genèse, d'ailleurs, etc. Et donc ce thème-là est avant tout dire que depuis de nombreuses années, des extraterrestres ont plus d'un, mais ils constituent à chaque fois en potentiel, du moins, même si ça se passe bien dans leur cas, le potentiel de reproduire le fameux, le vrai, qui est le péché mortel et originel, c'est-à-dire de génétique qui copulait avec des terriennes qui, dans leur différence génétique énorme, étaient presque une zoophilie. D'accord. Bon, j'ai envie de répondre juste deux mots. Quand vous faites référence, d'après ce que j'ai compris, il y a des textes anciens, des textes chrétiens du Vatican, comme ça, sur les rapports entre les humains et les non-humains dans le passé. Pour moi, il faut être, comme je disais tout à l'heure, extrêmement prudent dans l'analyse de ces textes-là, parce que ça va surprendre sans doute certains parmi vous, mais pas tout le monde. Ces rapports entre les humains et les non-humains, que j'appelle les élémentaux, mais qui sont considérés comme des extraterrestres par la plupart des gens, par mes connaissances de leur origine réelle, ces rapports, ces relations, elles ne datent pas d'aujourd'hui. Et si on se rapporte à certains événements qui ont eu lieu il y a plusieurs milliers d'années, quand on se rend compte, par exemple, qu'il y a des endroits en Asie où il y a des traces de radioactivité qui sont apparemment les témoignages d'une guerre nucléaire qui aurait existé il y a plusieurs milliers d'années. Voilà. Ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas dans les textes bibliques au Vatican, par exemple, mais qui, pour moi, se rapporte peut-être avec ce dont j'ai parlé aujourd'hui. Mais je ne peux pas développer davantage, parce que bon, il faut du temps pour ça. Je dis juste ça pour essayer de répondre à votre question. Ok. Il y aura une question. Ensuite, j'en poserai une à ma façon. Oui, bonjour. Au niveau des fameux les élémentaux, il faut les appeler comme ça, mais pourquoi ne pas les appeler tout simplement les sélénites, puisque ce seraient des habitants de la Lune. Et justement, les élémentaux, ça fait référence un petit peu au mythe, effectivement, des fées,
du monde de Magonie que Jacques Vallée avait bien décrit. Et au début de votre conférence, vous parlez donc d'enlèvement fait par ces élémentaux, et on a l'impression plutôt que vous parlez de mondes parallèles qui seraient quand même sur Terre plutôt. Et alors dans ce cas-là, à quoi leur serviraient des vaisseaux de type OVNI? Ils n'auraient pas besoin d'OVNI si c'était un peu des mondes parallèles. Puis là, à la fin, on se retrouve sur la Lune. Il y a une sorte d'évolution dans vos pensées. Oui, bon, là j'ai quelques éléments de réponse à votre première question. La deuxième question, ça va plus loin, puis c'est l'objet de mon travail actuel aussi. Je ne pourrais pas développer vraiment, non plus qu'il faut que j'ai une pensée vraiment claire pour m'exprimer sur le sujet. Bon, pourquoi je les appelle les élémentaux? Là, ma réponse est claire. C'est parce que j'ai essayé de, et je l'ai exprimé, alors je crois, que pour moi, c'est une appellation que j'ai réinventée. Je reprends simplement mon langage qui est utilisé par ailleurs. Les élémentaux, ça veut recouvrir une grande espèce d'êtres non humains, mais qui sont tous des êtres retardataires par rapport aux êtres humains, que dans les pays celtes, on appelait les fées, mais les fées, les lutins, les farfadets, les corrigans, les nains, etc. Il y a des quantités encore plus de termes différents qui montrent la diversité de ces êtres-là, justement, comme je disais. Et qu'on appelle aussi les êtres de la nature, à notre époque, on appelle aussi les esprits de la nature, ça en fait partie, tout ça. Et pour moi, j'ai essayé de montrer qu'ils ont tous un petit peu des caractéristiques communes, et y compris les ravisseurs. C'est pour ça que j'étais amené à proposer l'idée que les ravisseurs viennent de la Lune, mais ce sont aussi, selon moi, et encore une fois, je développerai ça davantage un peu plus tard, ce sont aussi, selon moi, des êtres retardataires des êtres humains, et c'est pour ça qu'il est juste, selon moi, de les mettre sous le grand chapeau d'êtres élémentaux. Voilà. Jusqu'à maintenant, dans mes livres précédents, je parlais plutôt des êtres de la nature, parce que jusqu'à maintenant, j'ai commencé par m'intéresser de façon plus approfondie aux crop circles, et aux crop circles, les agroglyphes, mais j'étais amené à montrer clairement, il me semble, qu'on pouvait les attribuer à ce qu'on appelle les êtres de la nature, et même les êtres de la nature reliés à l'élément R, pour les agroglyphes, pour les crop circles. Et dans le cas des phénomènes OVNI, maintenant j'étais amené à proposer l'origine qui sont d'autres cousins, si on peut dire, des êtres de la nature, mais qui ne sont pas des êtres de la nature, ne sont pas des êtres qui sont affectés à la nature sur Terre, mais ce sont quand même des êtres retardataires. Je me répète un peu toujours, je me vois aller, mais je sais que c'est des notions extrêmement nouvelles pour la plupart d'entre nous. Voilà, c'est pour ça que ça me semble juste de les appeler sous le terme un peu global des êtres élémentaux. Bonsoir. Quand vous parlez des êtres élémentaux, vous parlez bien des êtres qui sont reliés aux 4 éléments, l'air, l'eau, le feu, la terre? Non, je viens juste de dire, d'expliquer qu'il y a ceux-là qui sont liés à la terre elle-même. Voilà, qu'on appelle aussi les esprits de la nature, qu'on appelle les êtres de la nature, qui sont reliés aux 4 éléments qui forment la matière, l'élément terre, l'élément eau, l'élément air, l'élément feu. Mais ça, c'est les êtres de la nature, c'est les esprits de la nature. C'est les fées, c'est les elfes, c'est les sylphes, etc. Mais les élémentaux dont j'ai parlé ce soir, en particulier ceux qui habitent sur la Lune, qui sont présents sur la Lune, mais pour moi ce sont aussi d'autres êtres retardataires, mais qui ne sont pas affectés à la nature, donc on ne peut pas appeler les êtres de la nature. Ce sont des cousins, si on peut dire comme ça. C'est une façon imagée, on peut les considérer comme des cousins, mais toujours des êtres retardataires par rapport aux êtres humains. Excusez-moi, est-ce que Rudolf Steiner en parle de ces êtres voisins, enfin cousins, comme vous dites? Mais il n'a pas utilisé le mot que j'ai utilisé là. Il a parlé... J'essaie de comprendre, j'essaie de comprendre. Mais bien sûr. Aujourd'hui, j'ai fait montrer sur l'écran un extrait d'une citation de Steiner. J'en ai trouvé 7 ou 8, je crois, dans des livres différents, où il fait allusion au fait qu'il y a des êtres vivants, non humains, sur la Lune.
Et bon, je ne suis pas sûr de pouvoir répondre précisément, enfin de mémoire à votre question, mais en général, dans la science spirituelle, en général, Rudolf Steiner utilisait plutôt le terme être élémentaire. Et être élémentaire, bon, c'est un terme que j'utilise aussi, mais pour éviter la confusion entre, pour moi, quand on dit élémentaire, c'est un peu un synonyme d'être qui sont pas très, très avancés, quoi. Alors que c'est à la réalité aussi. Hein. Mais je préfère le terme qui est plus neutre, selon moi, des élémentaux au lieu d'être élémentaire, que Steiner a utilisé. Mais c'est pas la même chose. Les élémentaux et les élémentaires, c'est pas la même chose. Pour moi, dans l'utilisation que j'en fais, ce sont des synonymes. Alors que non. Ça dépend des définitions qu'on met dans ces mots-là. Bon, je reprends encore rapidement. Pour moi, je mets sous le grand chapeau élémentaux, que Steiner appelait élémentaires, il y a les êtres de la nature, qui sont au service de la nature, dans les 4 éléments, on disait, et puis il y en a d'autres, en particulier ceux qui sont présents sur la Lune, qui ne sont pas du tout des êtres de la nature, mais que j'appelle quand même des êtres élémentaux. Et c'est eux les ravisseurs? C'est ce que je propose. D'accord. Est-ce que dans les personnes qui sont... Excusez-moi. Après, je poserai une question. Statistiquement, est-ce que les êtres humains qui sont Enlevés, est-ce que ce sont des femmes plutôt non. âgées ou jeunes, des hommes? Est-ce qu'il y a des statistiques? Oui, il y a la question a été posée parce que le phénomène a été étudié quand même depuis longtemps, évidemment. Donc, autant que je sache, il n'y a pas de catégorie sociale qui soit préférentielle. Il n'y a pas davantage d'hommes et de femmes. Il y a même des enfants qui sont enlevés. Mais d'après ce qu'on comprend, quand on suit leur histoire, ces enfants sont enlevés même... souvent ce sont les enfants de parents qui sont déjà enlevés. Et souvent ils sont enlevés pour être préparés, pour être habitués à ce qu'ils seront amenés à vivre dans leur vie d'adulte après. Ça c'est le témoignage qui montre ça, quoi. Mais c'est vrai que la caractéristique la plus importante, j'essaie de le montrer, c'est ce projet sexuel reproductif, autrement dit, pour donner lieu à ces êtres hybrides. Autrement dit, c'est plutôt des hommes adultes quand même, pas trop vieux. Jeunes, voilà. Et plutôt jeunes, oui. Mais il y a même des personnes âgées, quelquefois, qui sont quand même enlevées. J'ai deux questions. Une à propos des visiteurs. Vous les avez définis comment, les visiteurs de la fin? Comme des êtres humains On les considère comme des êtres humains, mais de race extraterrestre. D'origine extraterrestre. Oui. Vous pourrez pas inverser les choses et dire que ce sont des extraterrestres de race humaine? Ça ne me gêne pas. Quel est l'intérêt de... L'intérêt, c'est que puisqu'ils ressemblent à des humains et qui sont apparemment ressemblent énormément, la logique voudrait que ce soit des humains, tout simplement. Mais c'est ça que j'essaie de faire comprendre. Mais d'un point de vue génétique, c'est-à-dire issus de la Terre. Ah. Dans le passé, dans un passé quelconque. Oui, mais là, c'est une hypothèse que vous proposez. Oui, mais c'est plus logique que l'hypothèse qu'il y a une convergence évolutive depuis tous les astres de l'univers vers la forme humaine, qui serait la forme parfaite. Là, je m'abstiens, je ne peux pas répondre. Pour moi, c'est une hypothèse qui est valable. Mais je ne peux pas me positionner par rapport à ça. Ok, puis j'ai encore une autre question là. Mais depuis le temps qu'il y a hybridation, depuis les millénaires, enlèvement et hybridation, oui. Ça devrait donner des résultats, non? Oui, encore oui. Mais si j'ai l'occasion de revenir d'ici un an, on verra ces résultats et vous allez être surpris. Oui. Oh, oui, merci Daniel Aran. Donc, j'ai une petite question comme encore sur cette même question des élémentaux et des descriptions que vous avez fait donc sur les ravisseurs, donc la catégorie des ravisseurs et la catégorie des visiteurs. Alors là c'est ma première question, première observation plutôt. J'en ai une deuxième. Donc encore une fois, vous parlez d'élémentaux, d'élémentaires.
Vous renvoyez aux esprits de la nature dans les traditions que vous appelez la science spirituelle. Vous parlez de Rudolf Steiner, on peut parler de la tradition hermétitiste peut-être, ou en tout cas des connaissances sur les mythologies traditionnelles. Les esprits de la nature ont toujours été cités. Hein, vous parlez de Jacques Vallée qui a étudié tout ce corpus, ethnologique, hein, évidemment anthropologique, ethnologique, mythologique, religieux, religion païenne, etc. Donc c'est un corpus de connaissances effectivement qu'on connaît, mais que je sache, donc sans prétention, hein, mais aucune, mais les élémentaux a priori ne sont pas, enfin cet univers un peu mythologique toujours, n'appartiennent pas à l'univers, à la dimension physiologique telle que l'expérimentent les humains. Les fées, les gnomes, etc. sont des êtres qui ne sont pas de la même nature physique, disons, qu'un cerf ou qu'un lapin, n'est-ce pas, que je sache, dans la représentation traditionnelle, hein, puisqu'évidemment ce n'est pas la science officielle. Donc vous allez développer comme vous le souhaitez, mais disons, une question, je pense, qui se pose à tout le monde, si on est attentif à votre exposé, c'est dans quelle mesure donc, cette identité d'élémentaux qui, a priori, n'appartiennent pas à ce répertoire physiologique ou naturel, biologique, disons, au sens strict du terme, ou à 100% si on peut quantifier cela. Oui. Alors, quel est le rapport entre cela, des fées, des gnomes, des esprits? Alors, vous avez parlé des sélénites, hein, la lune, bon, ça c'est encore un peu plus précis ou un peu plus nébuleux, je dirais. Personnellement, mais disons quel rapport avec l'hybridation et la manipulation génétique. Si ces êtres ne sont pas totalement biologiques, ces êtres ont-ils, après vous, un ADN, véritablement, qui pourrait être modifié par des hybridations? Quel est également le rôle des implants? Est-ce qu'on met des implants sur une fée, sur un gnome, sur un sélénite? C'est très très confus pour moi. Et c'est normal que ce soit confus. Si vous permettez, je vous poserai une autre question à propos des rencontres avec le Peuple des Étoiles, dont je suis le traducteur. Oui. C'est normal que ce soit confus pour vous, parce que je crois que c'est confus pour tout le monde. Ah oui, oui. Ça l'est encore pas mal pour moi aussi. Bon, mais si je me permets quand même de vous proposer quelques compréhensions, c'est-à-dire que je pense avoir fait un peu de lumière sur certains aspects quand même. Bon, ce que vous avez dit est beaucoup de choses. Je dirais que pour moi, les êtres élémentaux, et là on peut utiliser le terme être de la nature, si on veut, peu importe, sont des êtres qui existent, qui vivent dans une autre dimension, mais qui ont la capacité de se densifier, de se matérialiser, de se rendre visibles dans notre dimension. Donc, on l'a dit d'ailleurs, les Celtes, les djinns aussi, ils ont la capacité de se montrer même sous des formes humaines. C'est-à-dire qu'ils peuvent se montrer comme des cerfs, comme des lapins, comme ce que vous voulez, qui ne sont pas. Ce sont des formes qu'ils habitent à ce moment-là. Et bon, ça c'est une chose. Et puis, quand vous parlez d'hybridation, et là aussi ça nous amène évidemment sur le développement qui vient nécessairement après l'exposé que j'ai fait ce soir, et c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Bien, je dirais simplement une chose, c'est que selon ma compréhension, l'hybridation, comme vous l'avez rappelé, existe depuis très très longtemps, depuis des milliers d'années, ça a toujours existé peut-être, oui. Il y a un grand nombre de textes qui le montrent. Ça pourrait avoir comme conséquence, selon moi, que à force de faire des hybridations chaque fois avec des êtres humains, parce que qu'est-ce qui se passe dans le vaisseau, on ne sait jamais. Ce sont des manipulations génétiques dont les hommes, les humains, ou les hommes, les femmes qui sont là, ne sont absolument pas conscients. On ne leur dit rien. Donc on peut facilement imaginer, oui, qu'à force d'hybridation chaque fois avec des êtres humains, ils peuvent donner naissance à des êtres qui se rapprocheraient de plus en plus de nous, les êtres humains. Bon, et puis, bon, je vais me permettre de donner un élément de réponse aussi. Dans le travail que je suis en train de faire une fois encore maintenant, donc je donne quelques éléments. Mais le premier chapitre que j'ai écrit jusqu'à maintenant, il s'appuie sur un livre
d'un auteur qui est peut-être connu de certains d'entre vous. C'est quelqu'un qui a considéré, qui a consacré, je ne sais pas si c'est 30 ou 40 années de sa vie, autrement dit, toute sa vie professionnelle, à étudier le phénomène des enlèvements. C'est un Américain qui s'appelle David Jacobs, et il a écrit plusieurs livres. Il y en a un qui a été traduit en français, qui existe depuis un an, je crois, depuis pas très longtemps. Et le titre, c'est « Il marche parmi nous ». Le sous-titre, je ne suis pas sûr de pouvoir le restituer exactement, mais de mémoire, le sens du sous-titre, c'est à peu près « Le plan extraterrestre pour envahir la Terre ». Il marche parmi nous. David Jacobs a montré que ce sont les résultats d'hybridation successives depuis longtemps par ces êtres qu'il appelle lui extraterrestres, que j'appelle moi des élémentaux, avec des humains. Je crois que ça répond à la question que vous n'avez pas exactement formulée, mais qui est au fond. Je ne sais pas, vous répondez de votre manière. Pour moi, je ne dis pas que j'ai trouvé une réponse à ma question, mais bon, j'ai essayé de répondre franchement à votre question, oui, mais c'est un sujet qui nous amène extrêmement loin. C'est pour ça que je suis gêné d'en parler sans avoir le temps de développer. Une autre question. Oui, une petite question sur les États-Unis. Pourquoi est-ce qu'il y aurait 6 millions aux États-Unis? Là aussi, ça nous amène sur... Ce sont des vraies questions, évidemment, tout ça, fondamentales, que je me suis posées aussi, et qui viennent, encore une fois, dans le développement du travail que je suis en train de faire au-delà de ce dont on a parlé aujourd'hui. Bon, je vais répondre un petit peu pour répondre à votre question. On va quand même parler du livre que j'ai traduit quand même. J'ai posé une petite question, je vais faire une petite clarification. Oui. Si, alors, quand vous voudrez. Hein. Ah, mais moi, tout à fait, ça a parfaitement sa place, il me semble, oui. D'accord. Mais je réponds d'abord à la question là, oui. Oui, quoi, quelle était la question? 6 millions. Oui, d'accord. Bon. Les gens qui sont intéressés au phénomène OVNI parmi vous, parce qu'il y en a évidemment, tout le monde n'est pas au courant forcément, se rappellent, je ne vais pas donner une réponse affirmée, je vais donner un élément de réponse, juste. Après, il faut être prudent quand même. Ils se rappellent que, je vais dire comme ça, d'abord par précaution, on dit que dans les années 50, il y aurait eu des contacts entre les soi-disant extraterrestres et le gouvernement américain. Le président Eisenhower, pour ne pas le nommer. On dit que, alors je me suis intéressé au sujet, j'ai approfondi, maintenant j'affirme qu'il y a eu des contacts, effectivement, avec des êtres qui étaient à l'époque considérés par des extraterrestres, par les Américains, que moi j'appelle des élémentaux, ceux dont je parle ce soir, avec les pouvoirs publics américains. Et dans ces accords qui ont été conclus, et là maintenant, si on veut vraiment aller chercher les infos, ce sont des infos qui sont indiscutables. Dans ces accords qui ont été conclus, bien, les humains, enfin Eisenhower, le pouvoir public, avait accordé aux soi-disant extraterrestres l'autorisation d'enlever des êtres humains. Autrement dit, ça me permet de faire le lien entre les soi-disant extraterrestres, ceux qui étaient considérés comme des extraterrestres par les Américains, avec les auteurs d'enlèvement, que j'appelle, moi, encore une fois, des élémentaux. Bon, et puis je m'aperçois qu'on a avec nous le traducteur du livre sur lequel je me suis appuyé, justement, vous pouvez peut-être en parler un peu, oui. Bon, merci. Je vais dire brièvement, je suis touché évidemment que vous ayez cité le livre d'Ardis Esquiver. Tellement important, selon moi, oui. Bon, je ne vais pas développer sur mon travail. Disons que j'ai découvert le livre tout à fait par hasard, et puis par hasard, parce que je m'intéresse à l'ufologie, comme nous tous, et puis effectivement, ce livre a pu être publié, donc j'en ai été très content, très fier, je dois dire. Le livre a beaucoup de succès, c'est vrai. Je ne sais pas ce qu'il en est des ventes, parce que l'éditeur ne communique pas vraiment là-dessus, mais il a un bon succès auprès des lecteurs. Les gens qui ont lu ont un très bon sentiment de la manière dont vous en témoignez vous-même. Personnellement, ça me touche, parce que le livre, effectivement, m'a beaucoup touché, comme vous le comprenez.
Je dirais ici, effectivement, je veux quand même souligner effectivement une observation qu'a fait Daniel Arendt, et qu'il rapporte ici, et que je dirais que je confirme. Disons que j'ai fait la même observation, enfin, j'ai fait cette observation et pas mal d'autres. Évidemment, traduire un livre, c'est une immersion, hein, ça ne veut pas dire qu'on comprend forcément mieux qu'un autre, on ne doit pas mieux que l'auteur et le témoin, mais c'est une immersion, donc c'est un rapport. Mais je dirais qu'effectivement, vous avez souligné un point que je pense très important dans ce livre et dans les recherches en ufologie et dans les recherches sur ce qu'on appelle les enlèvements ou les contacts, puisqu'évidemment, comme vous vous rappelez, il y a toujours cette ambiguïté, les ravisseurs qui pratiquent des enlèvements. Deux catégories. Ou les contacts, enfin, ce sont des catégories peut-être abstraites, hein, la réalité est peut-être beaucoup plus complexe, mais en tout cas, effectivement, il y a une hétérogénéité du phénomène du contact. Alors, j'ai écrit un article, Daniel Arendt, et je dis aussi à toutes les personnes présentes, j'ai écrit un article pour la revue OVNI Languedoc, car le livre a été publié. C'est un texte que j'avais écrit pour le soumettre à Thibaut Canuti, et simplement comme une réflexion sur ce livre. Et Thibaut a eu la générosité, je dirais, de le présenter à OVNI Languedoc, qui alors avait une revue interne. Et maintenant, je sais qu'ils sont une revue papier, etc., enfin plutôt publique, mais à l'époque, c'était simplement dans l'association. Donc elle était accessible, ce numéro-là était accessible simplement aux adhérents. Et donc dans cet article, je recense un peu différents types de témoignages qui sont dans le livre. Parce qu'étant donné que le livre Rencontre avec le peuple des étoiles, Ardis et Killer, ce sont des gens qui racontent, des Amérindiens qui racontent ce qu'ils ont vécu aux quatre coins des réserves des États-Unis et du Canada. Ce sont des témoignages très précis, très concrets, très réalistes, disons, dans leur forme en tout cas, et quelquefois on n'est pas attentif à l'hétérogénéité des contenus. Et vous avez bien mis l'accent là-dessus, sur ce point. C'est un des contenus de l'article que j'ai transmis à Thibaut Canuti, qui a été publié. En fait, par exemple, je donnerai l'exemple d'une femme amérindienne, une femme âgée, et qui a été enlevée, et qui explique, alors vous avez souligné l'importance du peuple des étoiles, les Star People dans la tradition amérindienne, c'est-à-dire que les Amérindiens pensent qu'ils ont toujours été en contact avec des peuples des étoiles, que c'est l'expérience de leur nation depuis des centaines d'années ou des milliers d'années, donc ça rien de nouveau. Mais cette femme, par exemple, dit ceux qui ont fait cela, ceux qui sont venus, ceux qui m'ont enlevé, ceux qui m'ont amené là, qui ont fait ceci, ce ne sont pas ceux que connaissaient les grands-pères. Ce sont d'autres Star People. Elle les appelle quand même des Star People, mais ce ne sont pas les mêmes. Alors évidemment, ça peut faire sourire, on peut dire comment les qualifier, mais en vérité, il y a pas mal de témoignages, effectivement, pour que vous ayez effectivement mis l'accent sur cette différence radicale, je dirais, dans les témoignages, dans l'expérience, donc dans la réalité du phénomène, l'expérience des Amérindiens, c'est qu'ils sont en récurrence, qu'il n'y en a pas qu'un seul. Mais effectivement, les Amérindiens soulignent souvent qu'effectivement, depuis un certain nombre de dizaines d'années, effectivement, sont présents ce que vous appelez des ravisseurs, en tout cas des intervenants qui ne sont pas des peuples frères ou des ancêtres avec lesquels ils ont été en contact depuis des centaines de milliers d'années. Mais ça va dans le sens de ce que j'essaie de proposer. Donc, merci. Oui. Mais Raoul. Je serais intéressé autrement d'avoir connaissance de votre article, si possible. En tout cas, votre hypothèse des ravisseurs venant directement de la Lune, là, ça peut répondre aussi à un argument de Jacques Vallée dans les années 80 qui disait, lui, ne plus croire à l'hypothèse extraterrestre, car il y avait trop d'observations d'OVNI par rapport à des gens qui venaient de très très loin, puisqu'on est pratiquement sûr qu'il n'y a pas de civilisation dans notre système solaire. Oui. Et cet argument de la provenance de la Lune, ça pourrait contrer cet argument. Tout à fait, oui, ça va dans le sens de ce qu'on proposait Jacques Vallée, effectivement. Merci, professeur Radin. Oui. Michel. Non. Voilà, il commence à être un peu tard. Oui. Ah, la sagesse orientale, je le sens.
En fait, ça va peut-être être un sujet, en fait. Est-ce que vous croyez aux voyageurs temporels, des êtres humains qui viendraient du futur sur la planète Terre? Je vous pose la question en tant que physicien et pas forcément dans le cadre de la conférence. Oui, merci pour la question. J'ai conscience, pour avoir lu quelques histoires comme ça dans la littérature, pas seulement ufologique d'ailleurs, j'ai conscience qu'il existe ce qu'on appelle quelquefois, je crois, des déchirures du temps, où des êtres humains comme vous et moi, par exemple, peuvent être amenés quelquefois dans des époques du passé, par exemple, pendant un temps limité, puis revenir. Autrement dit, ce que je viens de dire là n'exclut pas qu'il peut y avoir le phénomène inverse aussi, des êtres qui viendraient du passé, qui viennent, ou même du futur peut-être, qui viendraient dans notre monde actuel. Mais pour moi, c'est un autre sujet. Voilà, je suis complètement ouvert à ça pour répondre à votre question, mais pour moi, c'est un autre sujet. Et pour le sujet d'aujourd'hui et des enlèvements, qui est tellement important, pour moi, selon ma compréhension, selon ce qui résonne en moi, c'est un sujet qui a des conséquences très importantes sur l'humanité d'aujourd'hui et qui peut être compris avec la proposition que j'ai faite ce soir, sans aller chercher ces notions, ces connaissances-là. J'ai une question sur les êtres de la nature. Bon, c'est un petit peu en marge donc, de la conférence, puisque... Non, mais c'est bien, oui. Ça fait penser un peu à l'animisme. Moi, je ne vois pas bien ce que vous entendez par être dans la nature, en réalité. Parce que, d'après ce que... Je ne connaissais rien du tout, j'ai lu votre livre, et j'ai vu qu'il y avait des êtres de la nature qui, dans l'air, dans l'eau, donc des êtres de la nature qui seraient cause du feu. J'ai du mal à comprendre ce que ça veut dire. Non, mais c'est normal, parce que vous, moi, enfin, chacun de nous, on est conditionné, et on a une vision complètement matérialiste du monde, et c'est ça qui nous empêche d'avoir une vision correcte de ce phénomène-là, qui sont des phénomènes, j'ai pas utilisé le mot encore, mais j'aime bien cette expression, sont des phénomènes interdimensionnels. Quand je disais tout à l'heure que c'est des phénomènes ou des êtres qui viennent d'une autre dimension, qui se manifestent dans notre dimension, c'est-à-dire que ce sont des phénomènes interdimensionnels, et pour moi je suis très attaché à ça. Et c'est quelque chose que nous, les êtres humains du XXIe siècle, on a du mal à appréhender. C'est pour ça que c'est des connaissances qui ont été perdues par l'être humain d'aujourd'hui, oui, qui sont des connaissances qui étaient partagées par tout le monde il y a quelques siècles encore. Il ne faut pas avoir des êtres du feu, par exemple, qui sont responsables du feu, comme ça. Surtout que les êtres liés à l'élément feu sont les plus difficiles à appréhender, à comprendre. Les êtres qui sont liés à la terre, ce qu'on appelle les gnomes, ce qu'on appelle les lutins, ce qu'on appelle les nains, on peut les considérer. Là, c'est Steiner qui est le mieux placé pour en parler, il en a beaucoup parlé. On peut les considérer comme des êtres qui sont liés à la matière, qui sont enchaînés, qui sont enchaînés à la matière. Les êtres de l'air, ce qu'on appelle les elfes, les sylphes, sont ceux qui sont responsables des mouvements aériens, sont ceux qui sont responsables du déplacement des nuages, par exemple, responsables de tout ce qui se passe dans l'air. Là, ça peut être plus facile à comprendre. Voilà. D'un point de vue matérialiste, non, mais voilà, d'un point de vue... Peut-être que responsables, ils ont associé, peut-être, on peut dire. Non? Ils ont, pardon? Peut-être dire qu'un elfe est responsable d'un mouvement de nuages, bon, moi personnellement j'ai du mal à l'avaler, ça c'est pas grave, chacun ses goûts. Oui. Mais par contre on peut dire peut-être qu'il est associé à des mouvements des nuages. Si vous voulez, pourquoi pas, oui. Je pense à, j'ai employé un grand mot, je pense à la mécanique quantique à grande échelle, peut-être qu'il y a des phénomènes qui nous dépassent, bon, enfin je sais pas. Il y a des phénomènes qui nous dépassent, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Et les ondins sont liés à l'eau, alors donc est-ce que les ondins seraient liés à l'élévation d'eau sous les ondins ou les ondines, on dit que souvent les ondines au féminin, oui, sont liés à l'eau, ils sont présents dans les cascades, dans les torrents. Est-ce qu'il y aura des ondins sur la Lune d'après vous? Je pense que c'est une extrapolation qui n'a pas lieu d'être, je crois. Ah bah oui, mais ça aiderait à comprendre. Oui. Je me pose la question concernant les implants.
Actuellement, nous, on fait déjà des implants. C'est très bien. Des implants qui vont avoir des informations. Il y en a des implants qui permettent d'écouler des produits médicamenteux dans le temps, cortisone et autres, qui permettent de faire ça. Est-ce qu'on a une idée du type d'implant qui est utilisé au moment des adductions ou des opérations faites par les... Malheureusement, oui. Je dis oui, et j'ai ajouté malheureusement d'abord. Pourquoi malheureusement? Parce que en fait, la question s'est posée depuis longtemps, évidemment. Il y a des chirurgiens qui se sont spécialisés pour extraire des implants. Il s'appelle Christopher Leyer, je crois, Dr Leyer, un américain, qui a écrit un livre sur le sujet d'ailleurs, après avoir extrait une douzaine ou une quinzaine d'implants qui venaient, on ne sait où, chez des personnes qui avaient subi des enlèvements. Bon, donc il a écrit un livre, autrement dit, il a écrit tout ce qu'il a pu, et pourtant, il n'y a pas de conclusion. Pourquoi il n'y a pas de conclusion? Il n'y a pas de conclusion rationnelle, en tout cas. Il faut me dire comme ça, il n'y a pas de conclusion rationnelle, mais pour moi, il y a des conclusions quand même. Quand on s'aperçoit, par exemple, dixit le chirurgien en question, qu'un même implant va avoir, par exemple, toutes les méthodes d'analyse de la science la plus pointue ont été utilisées. Même implant, par exemple, dans tel endroit d'un prélèvement, va être constitué de tel élément chimique, par exemple, dans telle proportion. Bon, là, on peut répondre. Mais si on regarde la composition du même implant à un autre endroit, donc les implants sont tout petits pourtant, quoi, la composition va être complètement différente. Si on fait la même analyse qu'on la refait quelque temps plus tard, la composition sera complètement différente. Ce qui est parlant aussi, c'est qu'il rapporte que ces opérations d'extraction, et l'analyse après, ont été faites devant le public, ont été enregistrées. Autrement dit, ça n'a pas été fait en catimini, quoi. Il y a beaucoup de personnes qui sont présentes. Eh bien, il racontait par exemple une fois qu'il s'est approché de l'implant avec son petit instrument, puis hop, aussitôt, l'implant s'est déplacé de 12 mm. Sous la peau, un objet qui est censé être inanimé s'est déplacé de 12 mm. Non, rationnellement, ça ne peut pas exister. C'est pour ça qu'on ne peut pas conclure. Mais il a fait cette observation, par exemple. Moi, je trouve que c'est très significatif comme observation, parce que ça ne peut pas être rationnel. Donc c'est un phénomène irrationnel. C'est-à-dire que c'est un phénomène qui obéit à d'autres lois, qui n'obéit pas à la loi de la physique, qui est la nôtre dans le monde matériel. Donc c'est un phénomène qui est lié à un autre monde, à une autre dimension, encore une fois. Et l'implant, qui est un objet censé être inanimé, quand on le voit se déplacer, c'est-à-dire qu'il est animé par une force qui est appliquée par un être intelligent, qui est présent. Donc pour moi, c'est complètement cohérent avec l'interprétation que je propose, que des êtres que j'appelle élémentaux, qui sont habituellement présents dans une autre dimension, et qui pour cette raison nous sont invisibles, bien ces êtres-là sont toujours présents, même pendant l'opération d'extraction et les opérations d'analyse après. Et il ne faut pas oublier que si je les appelle les élémentaux, c'est parce qu'ils se font un malin plaisir de jouer toutes sortes de tours aux êtres humains. C'est ça la caractéristique des élémentaux. Ils sont menteurs, ils sont hypocrites, et ils sont capables, je vais jusque-là, donc, de faire en sorte que, je disais tout à l'heure, une même analyse faite à 2 jours d'intervalle donne un résultat différent. Mais pour eux, c'est un jeu pour eux de manipuler la matière. C'est un jeu pour eux de se moquer des êtres humains. Ces observations-là, pour moi, c'est des démonstrations que les êtres élémentaux sont présents là, avec les implants, sont liés aux implants, et encore une fois, ils se moquent des êtres humains. Pour moi, c'est une démonstration que je vois là, mais qu'un homme rationnel, qu'un chirurgien, ne peut pas exprimer, évidemment. Ça ressemble un petit peu aux effets de Paul Oui. ou de Mesorantis. Les analyses dans les implants. Pour moi, c'est une autre manifestation aussi de ces êtres-là, oui, tout à fait.
Allô? La question quand même c'était qu'est-ce qu'il y a dans les implants? Est-ce que tu as le... Mais j'essaie de dire justement que ça a été analysé. On peut répondre qu'il y a telle proportion de tel élément chimique, tel élément chimique, tel élément chimique. Mais la proportion sera variable dans le temps. Donc c'est pas rationnel. Donc c'est pour ça que les scientifiques, les chirurgiens diront on ne peut pas conclure. Et voilà. Je crois que c'est la réponse à la question. On ne peut pas conclure du point de vue scientifique, mais moi j'en conclus que ça obéit à d'autres lois que celles de la science. Parce que ça démontre, encore une fois, la présence d'êtres invisibles et intelligents qui se moquent des humains. Encore une autre question? Oui, une dernière question peut-être. Merci. Je veux bien revenir au début de votre conférence. Ce que j'en comprends de ce que vous nous avez décrit, c'est que pour vous, les RR3 sont des événements qui se produisent avec des êtres qui sont des sortes d'humains d'ailleurs. Qui viennent d'ailleurs, oui. Voilà, et les RR4 seraient un autre type de phénomène. Or, il se trouve, ça fait bien longtemps que je n'ai pas remis le nez dans les catalogues, mais dans les derniers catalogues de RR3 que j'ai vus, le plus gros doit avoir 800 cas. Ce qui était décrit, ce n'était pas du tout des humains. C'est moins de 5% des cas qui représentent les humains. Dans 95% des cas, c'est des choses qui sont plutôt petites, enfin, c'est des morphotypes qui sont assez différents des morphotypes humains, qui sont beaucoup plus proches des morphotypes des RR4. Et d'ailleurs, c'était un des points de bascule qui faisait le lien avec les RR4, qui d'ailleurs montrait, là aussi un autre point de bascule, était que dans les RR3, il y en avait 20% qui présentaient des défaillances temporelles. Ce qui avait permis de les relier au RR4. Je suis complètement d'accord avec ça. Donc je suis assez surpris par la dichotomie que vous faites dès le départ entre RR3 et RR4, et je me demande si ça ne vient pas d'un biais de sélection des cas que vous avez choisis. Sur quel type de catalogue vous vous êtes appuyé pour faire ça? Ah ben là, la réponse est claire. Je me suis appuyé sur le livre qui a été traduit par un monsieur. Toute mon analyse repose là-dessus, sur les cas de rencontres avec les êtres du peuple des étoiles. Voilà. Il y a des quantités évidemment de témoignages qui existent dans la littérature ufologique, mais ce livre-là est encore peu connu. Il a été traduit il y a combien? Il y a 1 an ou 2 ans peut-être, enfin publié il y a 1 an ou 2 ans. Décembre 2016. Par contre, la question de monsieur est pertinente. Hein. C'est vrai que c'est un témoignage, mais il n'est pas suffisant pour aborder toute la question des typologies, hein, ça c'est sûr. Hein. Oui. Mais bon, clairement, mon ouvrage se prend référence sur ce livre-là, mais ça n'exclut pas évidemment qu'il y a des quantités, encore des millions de témoignages. L'étude demandera à être élargie, complétée, évidemment, par des personnes qui seront ouvertes à la proposition que j'ai faite. Mais je crois avoir compris quand même derrière votre question, c'est que j'ai pas osé mettre complètement les pieds dans le plat dans ma compréhension. Mais si je me permets de mettre les pieds dans le plat, ça veut dire que la quasi-totalité, bon là je vais le dire de façon percutante, des rencontres avec des soi-disant extraterrestres, la quasi-totalité, à quelques exceptions près qui existent heureusement, ce sont selon moi des rencontres avec les ravisseurs, les élémentaux qui viennent de la Lune. C'est ça qui est derrière ma conclusion que je n'ai pas osé exprimer de façon aussi percutante. Donc il n'y a pas forcément un enlèvement avec une rencontre du troisième type. Troisième type, pour moi, c'est des... Donc ce que j'ai... Après, tout ça est discutable, évidemment, ces appellations. Dans le travail que j'ai proposé, rencontres du troisième type, et non pas du quatrième type, sont des vraies rencontres avec des êtres qui viennent d'ailleurs, et que j'appelle des vrais extraterrestres, des humains qui viennent d'ailleurs. Et on a convenu, et ça c'est pas moi qui l'ai proposé, qui l'ai inventé, de réserver l'appellation RR4, rencontre rapprochée du quatrième type, pour les événements d'enlèvement. Excusez-moi, sur la deuxième partie de votre conférence, est-ce que vous rapprochez vos travaux actuels de ce qu'avait fait Jean Sandy à la fin des années 60, son travail sur les sélénites de l'époque? Là, je ne peux pas répondre parce que je ne connais pas. Mais si vous avez des infos... Il a écrit un livre, La Lune, clé de la Bible. Il a écrit un livre un peu connu qui s'appelle La Lune, clé de la Bible. La lunité de la... La Lune, clé de la Bible. Ah oui. Oui.
je ne connais pas. Oui. Merci. Encore une petite question? Peut-être qu'on va... Ah, il y a quelqu'un là? C'est peut-être, oui. On va peut-être arrêter. Je crois que la salle doit être libérée à 11h, je crois. Oui. Les visiteurs, toujours dont vous parlez, qui sont donc humains, quoi, des extraterrestres humains, comme vous dites, ça pourrait s'expliquer par le fait que si on a été créé par des extraterrestres, donc il y aurait l'ADN humain dans toute la galaxie, ce seraient des êtres humains sur les autres planètes comme nous, quoi, en fait. Non, là je ne peux pas me positionner, je ne peux rien affirmer. Vous allez au-delà, vous posez des hypothèses, pourquoi pas. Mais voilà, ça dépasse le domaine auquel je me suis intéressé. Je ne suis pas compétent pour répondre. Ok. Merci beaucoup à tout le monde, aux participants, comme à nos conférenciers. Une conférence voilà, bien menée et didactique, je dirais, intéressante, claire, même si bon, voilà, claire, point final. Merci. Et donc, je souhaite à tout le monde un bon retour chez vous. Et puis donc, là, dans un mois, pour notre ami Daniel Robin et ses triangles de la nuit, triangles mystérieux. Voilà, je ferme.